toutes et à tous et bienvenue dans Mieux, le podcast sur le monde du travail et l'expérience collaborateur. Alimentation, activités sportives, gestion du stress et de la concentration, confort visuel et sonore, ergonomie des postes de travail. Pour bien travailler, être productif et heureux dans l'entreprise, il est essentiel de prendre soin de soi. Parmi les rôles des dirigeants, managers, RH, celui d'offrir des conditions de travail optimales à leurs collaborateurs, celui aussi de les engager à se préserver et à prendre soin d'eux. Quelles actions mettre en œuvre? Comment encourager les collaborateurs à prendre soin d'eux sans pour autant être intrusifs? Quels sont les bénéfices pour eux et pour l'entreprise? Nous accueillons aujourd'hui Laurence Vanet, fondatrice de Happyformance et Loft Office, venue nous apporter son regard sur la question. Bonjour Laurence Vanet. Bonjour Nadège. Pourquoi est-il si important de prendre soin de soi? Mais c'est essentiel, ce n'est pas important, c'est essentiel en fait, parce que si on ne prend pas soin de soi, on va se retrouver tout de suite en déséquilibre dans certains plans de sa vie. Et j'ai toujours cette image, vous savez, quand on prend l'avion et qu'on nous explique que si un jour la cabine se dépressurise, eh bien il faut d'abord s'occuper de soi, mettre le masque sur son propre nez avant de peut-être s'occuper de la personne ou de l'enfant qui est à côté. Parce que c'est impossible finalement de s'occuper des autres, de donner le meilleur de soi si soi-même on ne se sent pas bien. Ça semble tout bête dit comme ça, mais effectivement... Il faut parfois revenir, vous savez, à ce qui est le plus évident et pour se dire, mais moi aussi, j'ai le droit d'être bien et ne pas toujours se sacrifier pour les autres et faire passer ses intérêts après ceux des autres. Donc voilà, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et qu'est-ce qui se passe si on ne prend pas soin de soi, de sa santé physique, mentale ? À partir du moment où le physique ne suit pas, on le sait, il y a aussi cette maxime qui dit si la santé va, tout va. Voilà, c'est très très compliqué de pouvoir être à 100% dans son travail, mais aussi à 100% dans sa vie personnelle, dans sa vie sociale. Si on n'est pas au top dans sa vie émotionnelle, que l'on vit des moments plus compliqués, plus difficiles, eh bien le physique va s'en ressentir aussi. C'est le sommeil qui en pâtit, c'est parfois l'alimentation, les problèmes de poids à la hausse, à la baisse. Donc voilà, on est on a une enveloppe charnelle, il faut en prendre soin. Et puis, il faut aussi prendre soin de son esprit, de ses émotions, de sa vie affective, de sa vie spirituelle, de tout ce qui nous fait finalement être unique sur cette terre. Et notre singularité a de la valeur. Et alors, quelle est la place de l'employeur dans cet enjeu de bien-être des collaborateurs ? Alors, on est dans une relation de travail. Donc, on a deux parties qui doivent effectivement donner le meilleur des conditions et le meilleur de soi-même pour pouvoir atteindre une notion de performance. Donc, le rôle de l'employeur, il n'est pas d'infantiliser le collaborateur, il n'est pas de penser à sa place, il n'est pas d'agir à sa place, mais il est de créer les conditions qui vont mettre le collaborateur en situation de succès, parfois même le mettre, je vais dire, en réflexion par rapport à des attitudes d'excès qu'il pourrait avoir, et de pouvoir effectivement donner de la guidance, donner des conseils, donner une structure en tout cas, qui évite aux collaborateurs de prendre de mauvais exemples ou de mauvaises habitudes au fil des jours. En fait, l'employeur a certainement un rôle à jouer au niveau du physique. On parle beaucoup d'ergonomie aujourd'hui, notamment dans ces espaces dynamiques où on n'a pas le même poste de travail tous les jours, donc il faut pouvoir s'y sentir bien physiquement. L'employeur a aussi un rôle à jouer à partir du moment où il y a une organisation un peu plus grande, un peu plus structurée, sur la qualité de la nourriture, sur la qualité des boissons qui sont mises à disposition, sur les qualités des infrastructures sportives que l'on pourrait avoir au sein de l'organisation, mais aussi l'infrastructure sociale qui permet de faire du sport ensemble, de pouvoir se connecter à des collègues qui ont des intérêts similaires. On a aussi du coup un rôle d'éducation, peut-être en tant qu'employeur, en expliquant au collaborateur tout ce qu'il a à gagner, si la santé suit, si le physique suit, si le moral suit, etc. Et puis donc finalement, c'est de créer un cadre qu'il sera pensé non pas à la place du collaborateur, mais dans lequel on va inviter les collaborateurs à venir co-créer cet espace dans lequel finalement on passe quand même, si on met bout à bout tout le temps passé au travail en imaginant qu'on fait une carrière de 45 ans et travailler 35 heures au travail, ça représente 9,2 années de votre vie. Donc en tant qu'employeur, on tient dans nos mains 9,2 années de la vie de nos collaborateurs. Donc toute cette infrastructure, tout cet accompagnement doit vraiment être réfléchi avec les collaborateurs, pour les collaborateurs. Et dans ces infrastructures, cet accompagnement, est-ce que vous incluez la santé mentale ? On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Est-ce que c'est le rôle de l'employeur, par exemple, de proposer des consultations de psy, tout simplement ?
C'est une possibilité. Je pense qu'il ne faut pas la normer dans une loi, mais on a effectivement des lois qui sortent sur le bien-être des collaborateurs. Donc, les employeurs doivent prendre finalement les mesures qui s'imposent par rapport à la réalité vécue des collaborateurs. Parfois, c'est effectivement dans un soutien psychologique avec une cellule de professionnels qui est externe à l'organisation pour quand même garantir tout le secret médical et mettre le collaborateur en confiance aussi par rapport au système que l'on va lui apporter. Mais parfois, ce soutien psychologique ou ce soutien moral, il peut venir simplement des collaborateurs en disant c'est l'esprit d'équipe qui peut jouer, c'est le co-développement interne. Donc oui, l'employeur a une responsabilité. Il n'est pas le seul à avoir une responsabilité. Le collaborateur a aussi la responsabilité de s'occuper correctement de lui. Et puis l'équipe, en tant que collègue, on a aussi une responsabilité d'être attentif à ce qui se passe autour de nous et de veiller au bien-être de nos propres collègues. Avec qui on passe beaucoup de temps. Effectivement. À quel point les dirigeants et les RH se rendent-ils compte que cette question de bien-être est un enjeu majeur ? Je pense que la crise du Covid que l'on vient de traverser a effectivement fait émerger un certain nombre de dysfonctionnements qui pouvaient être cachés dans le passé par le mode de fonctionnement routinier, etc., a été mis en exergue par des situations extrêmes. Personne sur la planète n'avait connu le fait que tout le monde allait travailler à distance, que autant de personnes allaient perdre leur emploi, que autant de personnes allaient bouger. Donc, il y a une véritable réflexion de la part des employeurs, mais aussi des services RH et parfois aussi des représentants du personnel qui ont un véritable rôle à jouer également, qu'il faut une approche holistique. Il ne va pas suffire de mettre un règlement en disant on revient tous 2 jours par semaine et vous allez pouvoir bénéficier de tel type d'infrastructure et on va vous mettre un baby-foot et une corbeille de fruits et tout va bien se passer. Ça va beaucoup plus loin que ça. On va toucher effectivement aux normes de bien vivre et travailler ensemble. On va faire rentrer beaucoup plus dans l'entreprise, en fait, le fait que nous pouvons avoir des relations non pas uniquement autour d'une table de réunion pour échanger, mais des relations d'engagement, des relations interpersonnelles, des relations d'épanouissement qui doivent être totalement prises en considération et qu'une véritable politique de fond qui doit être menée avec sincérité et courage, et ça c'est vraiment essentiel. Il ne s'agit pas de se dédouaner de choses qui ne vont pas dans l'organisation en disant mais écoutez, on vous fait un webinar avec quelqu'un qui va parler du sujet et puis on va effectivement organiser un petit déjeuner à telle date. On va rien résoudre, donc il faut pouvoir effectivement, comme je vous le disais, inclure les collaborateurs dans la réflexion, inclure les collaborateurs dans le déploiement des solutions et inclure également les collaborateurs dans le fait d'être acteurs parfois de certaines de ces solutions. Et ça, les entreprises, elles s'en rendent compte aujourd'hui ? Aujourd'hui, elles s'en rendent véritablement compte. Il y a énormément de sollicitations des experts sur le marché parce que on ne sait pas très bien par quel bout attraper le sujet, en fait. On n'a jamais été confronté à autant de problématiques simultanées. Et donc, les employeurs se trouvent un petit peu démunis par rapport à de la méthodologie, par rapport à du cadrage, pour être sûr, justement, que les actions qui sont entreprises, les décisions qui sont prises, ne fassent pas un coup dans l'eau et qu'on ne rate pas notre but et qu'on ne se décrédibilise pas ou qu'on ne donne pas aux collaborateurs l'impression qu'ils sont instrumentalisés. Donc, il y a une véritable prise de conscience parce qu'on voit aussi, et c'est assez remarquable, mais dans une période de crise, des collaborateurs quittent leur employeur parce qu'ils ne veulent plus des conditions de travail qu'on leur imposait jusque-là. Donc, on voit une mobilité des talents en définitive où lorsque, dans le mode de recrutement, les premières questions du talent, c'est combien de jours de télétravail vais-je avoir droit ? Comment est-ce que ça va se passer ? Qu'est-ce que vous mettez en place pour mon bien-être, mon épanouissement ? Donc, ça devient un véritable sujet compétitif, quelque part, en tant qu'employeur. Donc ça, c'est pour aujourd'hui et demain. C'est quoi l'historique du bonheur au travail ? Alors, l'historique du bonheur au travail, il est venu à travers la psychologie positive qu'on a vu arriver dans nos organisations au milieu des années 90. On parlait jusque-là plutôt d'optimisation des processus, plutôt de rationalisation, donc vraiment sur l'intelligence logique. Et il y a tout un courant qui est venu des États-Unis sur la psychologie positive, principalement développé par Martin Seligman, qui est le père de la psychologie positive, et qui était le premier à se dire, tiens, la psychologie, la psychiatrie, ça sert juste à résoudre des dysfonctionnements. Et là, pour le coup, il s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas et on n'appuierait pas plutôt tout ce qui se passe bien entre nous ?
Donc, nos enthousiasmes, notre énergie, notre façon de collaborer, de vivre, qui sont extrêmement positives aussi. S'est emparé du sujet Daniel Goleman, qui est arrivé avec le concept de l'intelligence émotionnelle. Et donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit, tiens, il n'y a peut-être plus besoin d'avoir cette dichotomie entre la nécessité d'être performante pour une organisation et de ne demander aux collaborateurs de laisser tous ses problèmes privés, de laisser son enthousiasme privé à la porte de l'entreprise et donc d'avoir une autre personnalité. Et donc, on a finalement fait rentrer ce sujet du bonheur au travail, d'abord sous des notions d'épanouissement ou d'engagement, encore vraiment vu sous l'angle de performance. Jusqu'au moment où, au début des années 2010, on a été finalement de plus en plus nombreux à s'intéresser à ce sujet, à cette symbiose de si je suis épanoui, je serai peut-être plus performant. Les premières enquêtes ont commencé à sortir. Les premiers types d'indicateurs également ont commencé à faire leurs preuves. Et on a remarqué qu'effectivement, les organisations qui étaient les plus performantes, y compris les organisations cotées en bourse, parce qu'elles étaient suivies sur leur cours de bourse, étaient celles qui investissaient dans le bonheur au travail des collaborateurs. Donc, en 2012, on était 12 Chief Happiness Officers au monde, puisque c'est un titre que j'ai pris quand j'étais DRH à la Sécurité sociale belge. Mon titre officiel étant beaucoup trop rébarbatif. Et comme je sortais personnellement d'un burn-out, voilà, j'avais envie à nouveau de ne plus être malheureuse au travail, donc d'être heureuse au travail. D'être heureuse. La presse s'est intéressée à ce sujet, plutôt sur le côté feel-good, bien-être, wellness aux États-Unis, parce qu'il y a un véritable business derrière. Et en France, Martin Messonnier, un réalisateur, a écrit et réalisé ce film Le Bonheur au travail, qui a été coproduit par Arte et par la RTBF en Belgique. Et ça a été un véritable coup d'accélérateur, en définitive, de cette prise de conscience que le collaborateur a le droit d'être heureux, que ce n'est pas l'entreprise qui est responsable de son bonheur, c'est une responsabilité propre. Par contre, l'entreprise a la responsabilité de créer les conditions qui vont permettre au collaborateur de cultiver son bonheur au travail pour être plus performant. Vous avez parlé tout à l'heure de la crise qui est incontournable. On a beaucoup parlé ces derniers temps du retour au travail pour tout le monde, ou presque. Est-ce que c'est ce bonheur au travail, est-ce que c'est ces clés que vous donnez qui vont donner envie aux collaborateurs de revenir ? Alors, pour donner envie aux collaborateurs de revenir, il faut qu'ils comprennent pourquoi ils doivent revenir. Vous avez plusieurs familles, en quelque sorte. Vous avez les personnes extrêmement extraverties qui en ont juste ras-le-bol de voir leurs quatre murs, de parler à leur chat ou d'entendre les enfants demander ce qu'on va manger pour le dîner, et qui sont tellement heureuses de pouvoir à nouveau interagir dans la vraie vie et de sentir l'énergie de leurs collègues. Vous avez des collaborateurs qui, par contre, sont introvertis, et se sont sentis très très bien chez eux, parce qu'ils pouvaient se concentrer à loisir, parce qu'ils n'avaient plus à subir les bruits d'un environnement de travail justement ouvert, les discussions qui pour eux n'en sont pas, parce qu'on est quand même là plutôt pour bosser que pour avoir ces discussions informelles. Donc qui quelque chose de bénéfique pour eux. Absolument, et donc aujourd'hui qui vivent un petit peu ce qu'on appelle le syndrome de la grotte. Ils se sont sentis tellement bien chez eux qu'en fait, ils ont presque peur de sortir de cet environnement protégé aussi, où on a peu de risque de rencontrer le virus, de se mettre en danger. Et donc, revenir au bureau, ça leur coûte de l'énergie, en quelque sorte. Et donc, par rapport à ces deux populations qui sont très caricaturales dans mon expression, il y a encore pléthore de différents cas. J'ai pas envie de revenir au bureau, j'ai envie de voir mes collègues, certes, mais comme j'habite à 1h30, revenir tous les jours, c'est vraiment compliqué. Ça me prend de l'énergie, ça me fatigue, ça me stresse. Donc, il faut pouvoir, en fait, si on revient au bureau, comprendre pourquoi on revient au bureau et se mettre d'accord de revenir ensemble au bureau. Parce que si c'est pour venir au bureau, et j'en discutais encore très récemment avec plusieurs typologies de clients, donc de différents secteurs, certains reviennent pour voir leurs collègues qui sont à distance. Voire même pire, dans des organisations plus grandes, je reviens, je me mets à mon poste de travail, mais je me déplace même plus dans les salles de réunion, parce qu'en fait, j'enchaîne tellement vite que passer d'un étage à l'autre avec l'ascenseur qui est bondé, ça ne me convient pas. Et donc, revenir au travail, il faut comprendre définitivement pourquoi je reviens, comment ça va créer de la valeur ajoutée pour l'organisation et pour moi-même, et quel plaisir je vais pouvoir y trouver.
Et il y a une véritable nécessité de sortir aussi de son égoïsme, de son égocentrisme, où on peut se dire aussi, mais moi je suis expert. Nadège, franchement, je suis expert, vous êtes bien gentil de me demander de revenir au travail, mais pourquoi faire? Parce que je suis autonome sur mon job, je travaille parfaitement bien à distance, et je comprends pas pourquoi vous me demandez de revenir. Sauf que, en fait, ça fait effectivement 20 ans que je travaille dans l'organisation, je connais tous les rouages, et pendant cette période de Covid, en fait, nous avons accueilli des nouveaux qui se retrouvent tout seuls, qui n'ont même plus d'experts avec qui échanger, qui peuvent pas parler de la culture. Donc parfois, c'est dépasser mes propres intérêts, veiller à l'intérêt de l'équipe pour pouvoir effectivement contribuer au bien-être d'un collectif et pas que le mien. Et côté employeur, ça c'est côté collaborateur. Côté employeur, est-ce qu'il y a des clés pour donner envie aux gens de revenir? Alors avoir un environnement de travail sympathique, avoir des conditions de travail sympathiques, avoir un style managérial qui nous convient à proposer, avoir effectivement l'explication de pourquoi l'employeur attend qu'on revient au travail et donc vraiment donner du sens au fait de revenir, c'est essentiel. Si c'est pour demander aux collaborateurs de revenir et qu'ils s'ennuient, il va finir par quitter. Donc, en tant qu'employeur, c'est vraiment plus qu'essentiel de garantir le sens du pourquoi on revient au travail et la sécurité aujourd'hui dans ce contexte sanitaire, la sécurité de l'environnement de travail. Donc d'être très clair sur le comment on va vivre et travailler au regard des normes sanitaires. Est-ce qu'on doit porter le masque? Quels sont les types d'installations? Comment est-ce qu'on va occuper la cafétéria, les machines à café? Tout ça doit être très très clair et exprimé simplement dans l'esprit du collaborateur pour qu'il comprenne. Et non pas avoir une liste de règles en 52 points que personne ne va lire et qu'on va trouver extrêmement rébarbatifs, par conséquent qu'on ne respectera pas parce qu'on ne les connaîtra pas. Et quid de l'environnement de travail? Est-ce qu'on remet le baby-foot, les corbeilles de fruits, toutes ces petites choses, le cours de Zumba? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, en termes d'environnement de travail, peut-être va-t-on réinterroger les collaborateurs dans les premières semaines en disant mais qu'est-ce qui vous fait envie? Comment est-ce qu'on peut retrouver du fun ici? Comment est-ce que vous pouvez le générer aussi? De quoi vous avez besoin de la part de l'employeur? Pour travailler ce collectif, c'était ça le sens de ma question, oui, évidemment. Bien sûr, pour travailler le collectif, donc ça me sert moi, mais ça sert aussi le collectif. Mais à nouveau, ce n'est pas ni au département RH, ni simplement aux IRP de réfléchir à ça. Je reviens toujours à cette notion de co-création parce que sinon, on va dépenser des budgets, du temps et de l'énergie à des choses qui n'intéresseront pas les collaborateurs, ce qui est quand même un peu ridicule en soi. Ça, c'est une première chose. Et en termes effectivement d'environnement de travail, au-delà du côté « je me sens en sécurité », pour pouvoir travailler, c'est de peut-être aussi revisiter les environnements de travail. Si on vient au bureau, c'est pour se rencontrer. Si c'est pour être assis à mon poste de travail qui est dans une petite pièce avec une porte, une petite fenêtre et que de toute façon je ne vois personne, ça ne sert à rien. Donc les employeurs aujourd'hui revisitent la gestion de l'espace en créant beaucoup plus d'espaces collectifs, informels, des coffee corners, des espaces cafés sympathiques, des espaces communautaires, des cafétérias sous différentes typologies, mais aussi beaucoup plus d'espaces de réunion de différents formats. Des espaces de réunion entre 2 et 4 personnes, et puis on passe de 4 à 6, de 4 à 8, et puis 10 ou de 8 à 14 personnes, puis des auditoriums. Donc, en fait, si on vient au bureau, ça va être pour se rencontrer. Donc, tout l'espace doit être repensé en conséquence. Et quand on est chez soi, parce que le télétravail continue dans dans beaucoup d'entreprises en tout cas, comment on cultive le bonheur au travail à domicile, soi-même et l'entreprise? Alors, la notion de télétravail, et là, vous aviez raison dans votre introduction de dire est-ce qu'il n'y a pas encore une étape franchie supplémentaire en termes d'ingérence dans la vie privée du collaborateur. Donc, je pense que le partage de bonnes pratiques génériques poussées par l'employeur est essentiel. Ça donne parfois un certain nombre de bonnes pratiques, de guides auxquels on ne pense pas, aérer sa pièce, pouvoir faire des pauses, parfois se lever et avoir une communication téléphonique en marchant autour de la table, en faisant le tour de la pièce, en faisant le tour de son pâté de maison, pour pouvoir effectivement prendre l'air, s'aérer, bouger un petit peu.
quand on vient au bureau, on passe d'une salle de réunion à l'autre, on bouge. Parfois, on se déplace aussi le matin pour y aller. Donc, on fait quelque part un peu de sport sans le savoir. À la maison, on passe du lit à la salle de bain, de la salle de bain à la cuisine et à l'espace de travail. Et donc, parfois, c'est extrêmement réduit. Donc, c'est essentiel, effectivement, de bien prendre conscience de tous ces éléments. Ce qui marche mieux que tout, plutôt que des injonctions de l'employeur, c'est de partager les bonnes pratiques entre collègues. Et on les partage comment ? Alors, on les partage en les mettant à l'agenda d'une réunion d'équipe, en disant de temps en temps, tiens, quel est le challenge qu'on aurait envie de remplir cette semaine en tant qu'équipe, en termes de combien de fruits et légumes est-ce qu'on va manger cette semaine, combien de pauses, est-ce qu'on s'astreint effectivement à ne pas du tout travailler avant telle heure le matin et après telle heure le soir. Qu'est-ce qui marche chez vous ? Et puis peut-être les partager aussi en équipe, en ayant ces espaces virtuels de partage, pour ne pas que les petits trésors, les petites pépites que l'on peut trouver chez certains restent tout à fait cachés. Donc voilà, c'est à nouveau, l'employeur doit mettre à disposition les espaces de communication, les espaces de partage, le temps pour pouvoir effectivement partager. Le collaborateur, lui, doit prendre la responsabilité de s'exprimer, d'oser demander de l'aide et de prendre soin de lui, en quelque part. Avec le management, qui, j'imagine, a une place centrale là-dedans. Le management a vraiment beaucoup souffert. On a tous souffert pendant la période que l'on vient de traverser. Les managers ont été mis sous une pression qui, je pense, n'a jamais encore été connue jusque-là. Parce qu'on a dû continuer à délivrer les services, les produits que l'on crée, ou au contraire, on a dû complètement tout réinventer parce qu'on était dans l'impossibilité de pouvoir continuer le business comme à l'habitude. Donc, énormément de réactivité. On a dû donner aux collaborateurs la possibilité de se connecter à distance. On a dû réinventer les rituels de vie, de travail, d'échange. On a dû demander aux managers d'être super disponibles, super à l'écoute, mais aussi super inspirants, super monitorants, super dans le pilotage, super dans la guidance. Enfin, il y en avait, c'était des véritables Shivas. Et on a dû demander en plus au manager de se sentir bien en tant que collaborateur lui-même pour que tout ça se passe bien. Alors, on a des managers qui n'étaient pas spécialement férus d'informatique, de dématérialisation, qui ont vraiment eu du mal à monter à bord. Et donc, ils ressoufflent maintenant un petit peu quand il y a ce retour au travail. Ça, c'est une première chose. On a eu aussi des managers qui se sont sentis l'obligation d'être ultra accessibles à leurs équipes. Donc, ceux qui étaient des leftos, qui à 6 heures du matin étaient déjà connectés, le manager était là avec des petits yeux et une tasse de café bien brûlante, ou une tasse de thé. Et puis, ceux qui se connectent tard parce que, en fait, ils vont chercher les enfants à l'école, ils devaient aller faire les courses et donc ils vont se reconnecter entre 18 et 20 heures et il faut pouvoir avancer. Ils étaient là aussi. Puis, il y a ceux qui s'étaient complètement déconnectés, envoient des mails à 22 heures et donc ils se sentaient... Et donc, on a des managers qui aujourd'hui sont essoufflés, voire épuisé, voire en perte totale de repères sur finalement où sont mes priorités. Comment on fait pour ne pas être intrusif dans les petits conseils que vous donniez juste avant ma question sur les managers, sur tous ces conseils à prodiguer aux collaborateurs, ces échanges de bonnes pratiques à encourager. Comment elle fait l'entreprise pour pas être intrusive ? Alors, la responsabilité de l'entreprise dans la communication, dans l'accompagnement, c'est effectivement de n'être ni dans l'intrusion, ni dans l'injonction. Et parfois, l'injonction est paradoxale. Sois flexible, prends soin de toi, sois équilibré, mais sois disponible à peu près n'importe quand je veux te contacter. Donc, comment fait-on cela ? Comme je vous le disais, le partage de bonnes pratiques entre collègues est essentiel. Avoir une page sur l'intranet, avoir un petit chat qui rassemble toutes les bonnes idées, ne pas bombarder de messages en permanence, mais peut-être faire la minute bien-être de la semaine. Voilà, et puis ceux qui la ratent en live peuvent se reconnecter, peuvent faire des petits podcasts, des petites vidéos. Il y a tellement de moyens aujourd'hui rendus possibles par la technologie à un coût finalement extrêmement réduit que ce serait bête de s'en priver. Donc, il faut avoir une posture assez basse, mais structurante, pour ne pas être perçu comme étant irritant, effectivement intrusif, infantilisant. Est-ce que vous avez pensé à déjeuner
Ben oui, certains managers qui oublient complètement parce qu'en fait, ils prennent plus le temps. Donc, instaurer des petits rituels, y compris dans la communication, mais qui sont bienveillants et qui, par le vocabulaire, par l'imagerie, par la forme, vont donner envie, en fait, d'aller chercher ces trucs et astuces plutôt que de les subir. Et je vais me faire l'avocate du diable, on pourrait tout à fait se dire, est-ce que c'est à mon entreprise de me dire qu'il faut bien manger? Est-ce que c'est à mon entreprise de me dire que je dois faire du sport? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui peuvent avoir une posture défensive vis-à-vis de tout ça? Vous avez raison. Et comment on la contourne, bien sûr. Certains ont vraiment du mal avec ce type de conseil parce qu'ils estiment que cela relève 100% de leur hygiène de vie personnelle, écologie personnelle. Et donc, comment contourner cela? Par l'exemplarité des autres collègues. De toute façon, il faut bien aussi, en déculpabilisant, en se disant on n'arrivera pas à faire boire un âne qui n'a pas soif. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir choisir ses batailles et se dire que s'il y a une petite proportion des collaborateurs qui ne veulent rien entendre à ce sujet, vous pouvez faire quelques efforts, mais tant qu'ils n'en auront pas envie, tant qu'ils n'en ressentiront pas personnellement le besoin, ça ne bougera pas. Vous pouvez répéter à quelqu'un qui fume que c'est mauvais de fumer et ça met leur santé en danger. Si à un moment donné, il n'y a pas un déclic qui vient, ça ne passera pas. Ça sert à rien. Alors, l'employeur peut apporter effectivement des solutions structurelles en disant « Vous souhaitez arrêter de fumer, vous ne savez pas par quel bout attaquer le sujet. Nous pouvons prendre en charge ou contribuer à une partie de votre traitement de je ne tombe pas sur le terme, je m'excuse. Le traitement vraiment pour arrêter de fumer. Donc, on peut intervenir, mais ce qui jouera de toute façon, c'est votre motivation personnelle et intrinsèque, et souvent se sentir accompagné de personnes, pas d'une structure, de personnes à qui on va dire attends, ça fait aujourd'hui, ça fait 18 jours, 6 heures et 37 secondes que ça y est, j'ai arrêté. Ouais, super, vas-y, tiens bon. Donc voilà, c'est en créant des communautés aussi quelque part. Quels sont les bénéfices constatés par les entreprises qui veillent au bien-être de leurs collaborateurs? Là, je vais vous demander quelques chiffres, si vous en avez. Oui, j'en ai. En fait, de façon vraiment large, lorsque l'on parle de bonheur, de bien-être au travail, d'épanouissement, on sait, et c'est finalement toutes ces études qui viennent de la psychologie positive, donc c'est étudié par des universités, c'est étudié par des grandes sociétés de sondage, on sait qu'un collaborateur qui est heureux, qui va prendre soin de lui, qui sera épanoui, sera 2 fois moins malade. Parce que meilleur système immunitaire, parce que moins de stress, parce que mieux dans ses baskets, et donc automatiquement, voilà, il va construire quelque part une certaine résistance par rapport aux petits microbes qui pourraient passer par là. Alors oui, ça dépend aussi de la force du virus, hein, on va pas revenir sur le Covid, on peut être aussi heureux qu'on veut quand il y a quelque chose de très méchant qui passe et qu'on y est malheureusement exposé, il n'y a pas grand-chose à faire. Sauf à se faire vacciner, mais ou à se protéger et à protéger les autres. Mais voilà, heureux au travail, 2 fois moins malade. C'est aussi 6 fois moins absent. Si je me sens bien dans mes baskets, si je me sens bien dans ma relation de travail, si je me sens bien dans mon collectif, eh bien, je vais être beaucoup moins irritée par parfois certains petits problèmes que l'on rencontre en journée et où on va se dire je me suis pris la tête avec mon boss, demain je préviens personne, mais j'y vais pas. Voilà, je suis de toute façon rémunérée, et puis tant pis pour l'équipe, ils n'ont qu'à tirer leur plan. Donc on sait que 40% des journées uniques d'absentéisme sont liées à du désengagement, à des personnes qui ne se sentent pas bien là où elles travaillent. Donc si en tant qu'employeur, vous avez ce chiffre du nombre de journées uniques d'absentéisme, vous en prenez 40%, vous le multipliez par le taux quotidien avec les charges, et vous avez en fait l'équivalent de votre masse salariale qui s'évapore. Qui ne produit rien. Mais si le collaborateur qui est absent doit en plus être remplacé parce qu'il est sur un poste de travail où il faut impérativement une présence, où il faut impérativement rencontrer des délais de livraison et que par conséquent il faut déstructurer le travail d'autres collègues ou faire revenir des collègues de congé, ça vous coûte encore plus cher. On sait aussi qu'un collaborateur qui est heureux, épanoui, est un collaborateur qui en moyenne est 31% plus productif dans la durée.
Parce que on comprend bien son travail, on est engagé, on a envie de le faire, on est content des résultats qu'on atteint, et donc on tombe dans une spirale tout à fait positive, à énergie positive qui vient vous alimenter. Et ça peut être, en général, la courbe de Gauss, elle s'étale de 10% plus productif à 350 plus productif. Donc vraiment, on a le top de la courbe de Gauss, donc là où on a un maximum d'études qui rapportent en fait l'augmentation de productivité, c'est autour des 30%. On sait aussi qu'on est plus créatif quand on est heureux au travail. On est plus reposé, on est mieux dans ses baskets. Donc, si je rencontre un problème, j'aurais pas de souci à vous dire à la machine à café. Au fait, Nadège, je galère vraiment sur ce projet. Et là, vous allez me dire, ah, mais attendez, Laurence, mais j'ai exactement le même souci. En fait, voilà ce qu'il faut faire. Et donc, je ne me cacherai pas, je ne serai pas en train de dissimuler mes échecs et aller ruminer toute seule. Au contraire, je vais aller chercher de l'aide beaucoup plus facilement. Et enfin, comme je vous le disais, deux formes de pilotage par rapport carrément aux résultats de bourse des organisations qui se disent volontaires dans l'investissement fait dans le bien-être des collaborateurs. D'une part, il y a une grosse société de sondage qui s'appelle Gallup qui le fait au niveau mondial et qui a vraiment suivi les cours de bourse. Et donc là, on voyait que le retour sur investissement par action, enfin en tout cas le gain par action était 3,9 fois plus important que les organisations qui n'investissaient pas dans le bonheur au travail. Et enfin, il y a un fonds d'investissement français qui s'appelle Happy at Work, qui a en tout cas identifié avec des critères tout à fait objectivables des sociétés cotées en bourse qui sont sincères, courageuses et tout à fait responsables et dans la pérennité de cette politique de bien-être. Eh bien, le fonds Happy at Work qui ne regroupe que ces organisations qui sont challengées parce qu'on peut être bien identifié à une période et puis il se passe quelque chose dans la vie de la société et on sort du fonds. Eh bien, ce fonds, en fait, a surperformé par rapport à tous les fonds dits à innovation sociale ou à innovation, dans les fonds innovants, sur ce segment de bourse, c'était celui qui scorait le mieux pendant 2 ans. Et même lorsqu'on a commencé à avoir une contrition de l'économie aux alentours de l'année 2018, certes, le fonds a perdu parce que toutes les organisations se sont retrouvées en difficulté ou avec de moins bons résultats, mais il perdait moins que les autres fonds. Donc, véritablement, le bonheur au travail, c'est rentable et c'est durable. Et donc, il faut y investir. Voilà, le retour sur investissement est garanti. Pour l'organisation, pour les collaborateurs, pour les managers, c'est quand même plus facile aussi de gérer une équipe qui se porte bien qu'une équipe qui est en crise. Et on sait aussi qu'un collaborateur qui est heureux fera un client qui est heureux, un voyageur, un citoyen, un patient heureux, qui feront à leur tour en fait des actionnaires, des parties prenantes, des politiciens qui sont heureux. On revient en fait au postulat de départ, qui est de dire si vous voulez investir dans le bonheur au travail, faites en sorte d'abord d'investir dans le vôtre à titre individuel, parce que si vous n'êtes pas heureux, vous ne pouvez pas rendre les gens heureux. Merci Laurence Vanet. Merci Nadège. Cet épisode de Mieux, le podcast sur le monde du travail et l'expérience collaborateur touche à sa fin. Je remercie chaleureusement Laurence Vanet, fondatrice de Happyformance et Loft Office, pour cet échange. Pour ne passer à côté d'aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Mieux sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Podcast Addict. À très bientôt.